101 expériences. C'est quoi? Un organisme qui est dédié à la création d'expériences touristiques pour faire rayonner l'Ontario du Nord. Comment? En inspirant et en interviewant des acteurs du milieu touristique, entrepreneurial, mais surtout des passionnés comme vous le verrez. Je m'appelle Nick et j'ai moi-même évolué dans le milieu touristique. Et dans cette série de podcasts, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. Alors découvrez mes entrevues inspirantes. Bienvenue aux entrevues inspirantes. Ici Nicolas Génamour et voici Laurence Labrosse-Héroux. C'est bien ça? Oui. Alors, ces entrevues sont dans le but d'inspirer les gens, principalement les mentorés et les étudiants qui vont vouloir découvrir et s'offrir un nouveau travail tel dans les expériences et dans le milieu touristique. Alors, on a invité une dizaine de personnes pour votre convenance. Et j'ai pris la liberté d'inviter aussi une personne en particulier maintenant qui s'occupe des réseaux sociaux. Parce que je crois que c'est très important aussi d'avoir des gens qui sont hors du milieu du tourisme pour des éléments maintenant complémentaires tels que les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important. On va se concentrer plus sur LinkedIn et si on a du temps, puis si l'envie te dit, évidemment, tu pourras aussi peut-être exprimer sur Facebook et Instagram. Mais on va commencer d'abord par ta bio, Laurence. Avant tout, je voudrais dire que je suis fan de toi et je suis fan de JP. Je suis fan de leur couple. Alors, Laurence LH, tu as fondé alors LLH Marketing. Oui. Et comment ça s'est passé? En fait, j'étais à l'emploi à ce moment-là. Donc, je ne vous conseille pas nécessairement de partir une entreprise avec comme 12 $ dans votre compte de banque comme j'ai fait. Mais j'avais un emploi et à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux pas te donner partout à la fois. Ça fait très longtemps que je savais que je fonderais une entreprise. Il manquait juste un projet concret pour le faire et un élément déclencheur pour que ça se passe. En fait, c'est ça. J'ai fondé LLH Marketing genre en mai 2018 à peu près. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus un peu à temps partiel. Puis finalement, c'est devenu plus concret et JP est arrivé plus tard dans le processus. C'est magnifique comme histoire. Oui. Si on va d'abord retourner un petit peu en arrière. J'aimerais savoir ton background un peu, tes études et ensuite peut-être tes premiers emplois et peut-être ton inspiration ou la façon dont tu as débuté pour aller dans les réseaux sociaux. J'ai étudié en sciences de la gestion à l'ESG-UQAM. J'ai gradué. Moi aussi. Oui. Ouais. Belle école. Beaucoup d'inspiration pour devenir entrepreneur, justement. Donc, c'était pas juste du monde qui voulait s'en aller en fiscalité puis aller travailler chez Deloitte après. On avait des projets d'entreprise. Ça m'a donné l'occasion de travailler sur différentes études de cas et de voir un peu dans quoi je voulais me spécialiser. Finalement, j'ai fini mon bac en 2015. Je me suis spécialisée en agroalimentaire et en marketing. Donc, j'ai fait tous les cours à option possible en marketing et j'ai adoré ça. C'est vraiment mon dada finalement par rapport à finance et comptabilité là. Vraiment pas la même passion, on va dire ça comme ça. Maintenant, une fois que tu es en entreprise, tu te rends compte que ce volet-là est très, très important aussi, mais à l'école, c'était vraiment plus le côté créatif en business qui m'intéressait. Puis, au niveau de mon expérience sur le terrain en tant que tel, tous mes emplois depuis 2013 ont été en vente. Donc, j'ai vendu les pires produits et services qui existent sur la planète, les meilleurs. J'ai fait toutes les industries. J'ai travaillé en B2B, en B2C. Ça m'a donné de l'expérience dans tellement de domaines différents qui fait en sorte que maintenant, je peux m'occuper de clients qui sont vraiment différents là, parce que j'ai goûté un peu à tout. J'ai aimé le fait que tu aies travaillé, en tant que vendeuse et tu as vendu absolument tous les produits. Moi aussi, j'ai vendu à peu près tous les produits, j'ai passé par là et je pense que c'est une plus-value. J'ai trouvé aussi, je ne sais pas si, plus en plus je travaille dans la vente, plus en plus que j'aimais ça. Je trouve que des fois, on a un a priori négatif envers la vente. J'aimerais savoir toi ce que tu en penses. C'est juste que les gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi de la bonne vente.
La vraie bonne vente, c'est vendre le bon produit de la bonne façon à la bonne personne. Alléluia, je suis d'accord avec toi. Donc, 100%. ça finit là. 100% d'accord avec toi. Si tu essaies de l'enfoncer dans la gorge de la personne, tu n'es pas à la bonne place, tu fais pas la bonne chose, tu vends pas la bonne chose ou tu ne vends pas à la bonne personne. Donc, ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas capable de prendre le leadership de ta vente non plus. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre le leadership, qui va être capable de gérer ses clients, qui va être capable de garder ses clients. Donc, ça, c'est vraiment... c'est pas tous les domaines que c'est possible, là, évidemment. Tu n'achètes pas des maisons toutes les 1 an. Mais on s'entend que si tu te fais référer après dans la famille ou quoi que ce soit, tu sais que tu as fait un bon travail. En parlant de travail, je voulais savoir, c'est quoi le travail que tu occupais avant de fonder ton entreprise? Donc, la dernière job que j'ai eue vraiment, c'était en vente. J'étais directrice de compte pour une entreprise de fournisseurs d'imprimantes télécopieurs pour les entreprises. Donc, c'était vraiment, je gérais des parcs d'imprimantes dans des grosses PME. Ah, t'as vendu vraiment toutes sortes de choses. Oui! Donc, j'allais faire du porte-à-porte au parc industriel de Boucherville. Et puis, je vendais des imprimantes à des compagnies. Puis, à la fin, c'est que la vente, pour moi, c'est toujours revenu à ça. Une fois que je comprenais comment vendre mon produit ou service, je m'ennuyais. Puis, je pouvais pas rester dans le même endroit. Il fallait que j'avais plus de challenge. Tu cherchais d'autres défis. Mais j'aime ça aussi. Ça veut dire que tu veux vraiment bien connaître le produit, bien connaître ton client. Puis dès que tu as trouvé ça, bon, c'est fini, tu cherches. Moi aussi, je suis comme ça un peu aussi. C'est pour ça que je suis fan. C'est pour ça que je suis fan. Je voudrais savoir une autre question. Ça va être un petit peu plus personnel. En tant que femme, est-ce que tu trouves que la femme a plus de difficultés ou plus de facilité à trouver sa place dans le milieu du marketing ou dans le milieu de la vente? Je dirais qu'en vente, il n'y a pas beaucoup de filles, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça peut être un très, très bon avantage, mais tu as besoin d'avoir de la personnalité. Okay. Tu as besoin d'être capable de t'assumer, tu as besoin d'être capable de rentrer dans une pièce où il y a plein d'hommes puis d'être capable d'assumer ton autorité, si on peut dire ça comme ça. J'ai jamais vraiment eu de problème à faire ça, donc pour moi, c'était vraiment un avantage, puis je pouvais utiliser facilement tous les atouts à ma disposition. Donc, est-ce que être un vendeur charismatique, ça donne des points? Oui. Est-ce qu'être une femme vendeuse charismatique, ça donne des points? Oui. Okay. Il y a moyen de rester dans le professionnel quand même et de te faire de stand out un peu, tu sais. Surtout dans un contexte d'imprimante, je veux dire, j'étais en compétition avec genre des Sylvain semi-chauds de 48 ans, là. Fait que c'était quand même... C'était facile de me démarquer parce que les gens n'étaient pas habitués de voir mon profil. Est-ce que tu dirais, dans le fond, dans la vente, est-ce que si je pourrais rebondir sur ça, ça veut dire que dans la vente, il faut aussi savoir se démarquer en tant que personne ou affirmer sa personnalité, puis on peut trouver aussi mieux ses clients comme ça, on peut mieux approcher les clients en sachant qui on est vraiment? 100%, puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux. La dernière chose que tu veux être, c'est une expression que j'utilise souvent, c'est être beige. Ah oui, j'avoue. Tu ne veux pas te mêler dans la foule, tu ne veux pas être invisible, tu veux être capable d'avoir tes propres couleurs et que ça soit facile de penser à toi. Autant dans un contexte de vente que dans un contexte où tu essaies d'aller chercher des contrats sur les réseaux sociaux. Être influenceur ou micro-influenceur, c'est être capable de shine ta personnalité sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, il faut que tu saches t'es qui, que tu maîtrises t'es qui et que tu sois très à l'aise avec ça aussi. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Moi, je t'ai connu justement grâce à LinkedIn, via LinkedIn, et après, je t'ai tout de suite ajouté sur Facebook. Oui. C'est avec zéro publicité. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à travailler sur les réseaux sociaux en premier? En fait, c'est que je voyais beaucoup de gourous marketing ou en vente qui faisaient plein de suggestions. Puis là, OK, il faut savoir que les gens en marketing ou aux réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont étudié en marketing. C'est souvent des gens qui ont appris sur le tas, ce qui n'est pas mauvais non plus parce que, sincèrement, il y a un clash important entre les tactiques appliquées en marketing et qu'est-ce qu'on t'enseigne à l'université. À l'université, on va t'apprendre tout le background stratégie, le comportement du consommateur, comment comprendre ta clientèle et tout ça. Puis quand tu arrives sur le web,
c'est pas applicable directement. Ça te donne des réflexes. OK, d'accord. Oui, mais tu n'as pas les skills. OK? Du day-to-day, de qu'est-ce que tu as besoin, où est-ce qu'on poste. Non, ça ne vient pas avec. Donc, je voyais beaucoup de désinformation, de fausses informations qui circulaient sur les réseaux sociaux sur comment faire du marketing. Ah, ben, tu sais, pour chercher ta clientèle, fais juste du A/B testing. Non, il y a un travail de fond à faire quand même. Il y a moyen d'aller comprendre c'est qui ta clientèle avant de te lancer puis de faire n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à faire des capsules sur le marketing, sur les ventes, sur la vente, sur comment faire des ventes et j'ai eu de la visibilité très rapidement avec ça. Donc, mes premiers lives, là, au début, j'ai commencé à faire des lives. Je faisais un live par semaine au moins. Je devais aller reach entre 2000 et 5000 vues sur mon profil Facebook, puis à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement le crowd que j'ai maintenant, tu sais. Donc avais-tu atteint tes objectifs? Non, mais j'avais même pas de projet d'entreprise. J'étais à l'emploi, puis j'étais comme, guys, je vais vous enseigner c'est quoi la vente, parce que clairement, il y a du monde qui n'a pas compris. C'était un peu ça ma mission, puis je faisais du contenu gratuit pour le plaisir. Donc, les gens se sont mis à me follow comme ça. Puis rapidement, j'ai gagné en notoriété. Puis là, à un moment donné, le monde m'écrivait, puis il était comme « Qu'est-ce que t'as à vendre? » Puis j'étais comme « Rien. » Mais c'est bien quand même, ça! Et finalement, comme 9-10 mois plus tard, là, je suis arrivée avec un projet d'entreprise, mais ça faisait déjà 2-3 ans que je regardais vraiment ce qu'ils faisaient sur les médias sociaux, que j'ai compris qu'est-ce qui fonctionnait, comment le dire. Tu sais, j'ai la communication facile aussi. Oui, c'est vrai. Donc, écrit et à l'oral. Merci. Donc, tout ça mis ensemble a fait que j'ai fait comme, bon, là, je suis capable de faire des réseaux sociaux. Ça a fonctionné pour moi. Ça fait 9 ans que je suis en vente. Je suis capable d'être à l'aise dans tellement de domaines. Pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres? Puis j'ai commencé à faire ça, puis à vendre des services en lien avec ça. Donc, finalement, mon entreprise, maintenant, on fait quoi? On fait de la formation, consultation et gestion de réseaux sociaux. Sur les 3 plateformes, hein, comme tu m'avais mentionné. Exact. Facebook, Instagram et LinkedIn. Exactement. Moi, je t'ai invité parce que moi, je t'ai connu sur LinkedIn, mais c'est que moi, selon mon expérience maintenant, moi, j'avais été approché par des distributeurs en tourisme, par des agences de voyage, par surtout sur des agences LinkedIn. sur LinkedIn, par des agences de voyage, des agences touristiques et puis aussi des fournisseurs et des distributeurs. Je voulais savoir maintenant quels sont tes trucs maintenant pour optimiser ton profil LinkedIn pour te faire approcher par des distributeurs ou par des fournisseurs aussi également. Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des choses faciles ou ça serait mieux aussi, où tu pourrais nous présenter tes trucs et puis après aussi nous dire aussi ce que toi tu pourrais offrir aussi ta plus-value? Bien, franchement, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être présent et de la bonne façon. Okay? Ah, okay. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire avoir un profil complet où est-ce qu'il y a des gens autres que toi-même qui sont capables de dire que tu es bon dans ton domaine. Okay? Donc, avec les recommandations, avec les gens qui peuvent écrire des statuts, te tailler dans leurs statuts, t'associer à des projets, des partenaires ou peu importe. Donc, vraiment avoir un profil qui est complet. Être actif tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours? Tous les jours. Tu as besoin de 10 minutes Okay, pour l'algorithme LinkedIn pour être capable d'être considéré comme actif et que ça te donne des points. En passant, pour ceux qui se demandent s'ils sont performants sur LinkedIn, je vous invite tout de suite à taper sur Google SSI LinkedIn. Ah, c'est bien. Ça va vous donner un score. Ah, c'est bien, j'aime ça. Je vais l'essayer. C'est l'algorithme de LinkedIn qui va facilement vous dire dans quoi vous êtes performant, si vous échangez pas assez avec des personnes, si vous n'êtes pas bon à développer votre réseau ou peu importe. Okay? Donc ça va vous donner des pistes de solutions très évidentes. Mais il faut interagir avec le contenu de d'autres personnes au quotidien. Puis là, de le faire de façon personnalisée le plus possible. Okay. Donc, si quelqu'un poste un article, allez lire l'article, commenter de façon intelligente, participer au débat ou à la discussion. C'est vraiment mis de l'avant sur LinkedIn. Puis vous allez avoir l'air de quelqu'un qui connaît son domaine et qui maîtrise son sujet. Et évidemment, agrandir votre réseau. Donc, ça, c'est la première et la base sur les réseaux sociaux. Si vous avez 3 amis, personne ne voit votre contenu. Okay. Donc, sur LinkedIn, tu peux rajouter jusqu'à 50 personnes par jour. Et l'avantage principal de LinkedIn, c'est qu'il va vous proposer des profils qui correspondent à ce que vous cherchez. Donc, sur Facebook, il va vous proposer des gens que vous connaissez.
ou que vous êtes susceptible de connaître en fonction de la ville, de votre école primaire, de qui connaît qui. Alors que sur LinkedIn, ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment en lien avec les industries. Si vous faites des recherches pendant 20 jours sur des partenaires B2B voyage, il va exactement vous envoyer ça par la suite. Il comprend que c'est ça que vous cherchez. Vous pouvez chercher par poste, par région, par compagnie. Et c'est là où LinkedIn devient un outil très, très puissant. Je vais te poser une dernière question avant de prendre la pause. Moi, personnellement, je prends mon exemple à moi, j'ai été contacté par des distributeurs de services pour mes expériences en ligne. Oui. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, la vérité. Mais il y en a 2 qui m'ont contacté, ils m'ont dit « Ah oui, j'ai vu ton profil, on voudrait faire un essai avec toi. » Et on voudrait… ils ont fait l'essai, ils ont adoré. Et là, maintenant, je suis sur leur plateforme et j'arrive à vendre mes services en ligne. Mais là, moi, c'était un pur hasard. Comment maintenant, toi, ta compagnie pourrait faire en sorte que ça ne soit plus un hasard, que ça soit vraiment programmé, qu'il y a des fournisseurs ou des distributeurs qui arrivent puis te ciblent directement. Mais là, toi, personnellement, comment ta compagnie pourrait aider les gens? Bien, sincèrement, comme j'ai dit, on fait de la gestion, consultation et formation en réseaux sociaux. On peut le faire pour toi, on peut t'enseigner à le faire pour toi, puis on peut répondre à tes questions pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, OK, d'accord. Ça fait pas mal le tour. Il y a toutes les options qui sont possibles. L'idée, c'est que faut juste avoir vraiment une idée très concrète de ce que tu cherches, de la personne qui va être la personne clé pour toi dans l'entreprise. Puis après ça, c'est facile, là. Et dans le tourisme, dans le milieu du tourisme, c'est qui les personnes clés ou, disons, chez les distributeurs, c'est qui les personnes clés que je pourrais cibler? C'était un peu les titres qu'on avait discutés. Je pense que c'était agent de voyage, il y avait chef de production. Exactement. Dans les agences touristiques, il y avait aussi… responsable de tour. Oui. Même, il y en a qui c'est précisé en voyage carrément B2B. Donc, tu sais que tu es vraiment dans la bonne personne. Puis, après avoir parlé à quelques personnes, tu vas te rendre compte rapidement de c'est qui les profils qui correspondent le mieux encore. Donc, à ce moment-là, c'est facile après d'aller cibler ça directement, là. Alors, merci Laurence. On va prendre une petite pause et on vous revient tout de suite après. Merci. Merci. Et n'ajustez pas votre appareil, on est toujours de la même taille. Nous avons la même grandeur, mais au côté du cœur. C'est quoi? C'est la grandeur, ouais? Dans nos cœurs, la grandeur d'âme. Okay. C'est la même grandeur d'âme, voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, on va faire jouer un petit jeu. Oui. Je vais t'expliquer les règles vite fait. Tu vas piger 3 cartes, on va te poser 3 questions. Alors, les rouges, c'est la couleur avec les sujets un peu plus corsés. La couleur jaune, c'est la couleur un peu plus douce. Alors, c'est des questions un peu plus calmes, un peu plus douces. Et la couleur, évidemment, turquoise, une très belle couleur, c'est les questions qui seront très faciles. Alors, toi, tu m'as dit que tu voulais prendre 3 rouges? Moi, j'ai dit, on fait l'arc-en-ciel. On va faire l'arc-en-ciel, je te promets. Mais avant de jouer au jeu, je voudrais revenir sur deux faits, 2 points. Très importants qui me sont très chers, c'est que toi, tu travailles avec ton chum. C'est quoi la dynamique de travailler avec son chum, son mari, son conjoint? Quelles sont tes forces et faiblesses et quelles sont ses forces ou faiblesses? Si tu n'as pas de faiblesse aussi, c'est pas plus grave que ça. Ah oui, j'ai des faiblesses, t'inquiète pas. Donc, mon copain et moi, c'est vrai, on travaille ensemble dans notre entreprise, puis on est 2. On travaille avec d'autres partenaires, mais tu sais, LLH Marketing, c'est vraiment nous 2. Moi, je suis vraiment stratège marketing-vente. Lui, il est vraiment stratège médias sociaux. Dans le concret, pour nos clients en gestion de médias sociaux, les 2, on va faire les formations. Les consultations, ça va être un peu plus moi, parce que c'est plus le freestyle. Et, exactement. Et alors que mon copain est très, très structuré et moi, je suis très désorganisée. Donc, ce qui donne dans le concret que je suis beaucoup l'artiste et il fait en sorte que ça n'a pas de l'air tout croche, entre autres. J'ai beaucoup aimé ton conseil tout à l'heure que tu m'avais donné. Tu m'as dit, concentre-toi sur tes forces. Oui. Et comble tes faiblesses. Et c'est un conseil que souvent, moi aussi, je donne aussi aux entrepreneurs dans mes conférences. Je leur dis absolument, il faut se concentrer sur ses forces. Reste sur tes forces. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la comptabilité, la gestion, les ressources humaines. Je prends quelqu'un à l'externe. Maintenant, est-ce que c'est quoi le conseil que tu donnerais
aux femmes qui veulent se partir en affaires dans des milieux quand même les réseaux sociaux, est-ce que c'est un milieu avec beaucoup d'hommes, peu d'hommes, plus de femmes? Les réseaux sociaux, en général, il y a beaucoup de femmes. Ah, OK, d'accord. Maintenant, ça dépend quel aspect, puis ça se remarque même au sein de notre entreprise. T'sais, moi, en rédaction, il y a beaucoup de femmes. Ah, OK, d'accord. Genre tout ce qui est copywriting et tout ça. Puis tu vois, dans LLH Marketing, c'est moi qui fais plus la rédaction. Alors que dans les visuels, je dirais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, puis c'est JP qui fait les visuels pour tous nos clients. Ah, c'est bien. Donc, exactement. Donc, tu sais, après ça, dans les sites web, en général, il y a plus d'hommes et tout ça. Donc, tu sais, dans le marketing web en tant que tel, c'est quand même partagé. Ah, d'accord. Je dirais que c'est pas trop homme ou femme. Ça dépend vraiment plus des intérêts de chacun puis leur talent de base. Tu sais, moi, j'ai pas de talent pour les visuels. Moi non plus, j'ai pas de talent pour les visuels. Alors que d'écrire des textes, ça vient rapidement et facilement. Tu sais. Est-ce que moi, je te sens dans tes textes parce que moi, je suis fan de toi, comme je te dis. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est ça que j'aime. Oui. On dirait que tu arrives à rejoindre l'auditoire avec l'émotion. Comment on fait pour susciter l'émotion comme ça? Comment tu fais, toi? Est-ce que tu fais juste à écrire ce que tu veux ou tu penses un peu? Il y a une dynamique à laquelle tu souscris? Je dirais que, en fait, c'est même pas des émotions parce que je suis pas une fille très émotionnelle. C'est plus un ton. Okay? Il y a une différence entre les deux. Ah, c'est bien. Pour aller rejoindre le maximum de personnes avec tes publications, il faut que tu sois capable de parler plusieurs langages à l'intérieur d'un même texte. Et c'est pour ça que des fois, les gens vont accrocher à mes posts pour différentes raisons. Je te donne un exemple très précis. Je me sens de telle façon par rapport à l'entrepreneuriat, ça va aller chercher les émotionnels. Mettre des chiffres en chiffres au lieu de les écrire en lettres, ça va aller chercher les gens rationnels ou de mettre des bullet points. Faire des petits textes va aller chercher les gens qui sont très action-bénéfice et très directs et qui vont jamais lire leur texte. Oh. Juste, imagine-toi, tu vas aller chercher les gens qui sont plus en réflexion. Oh, c'est bien ça! Donc, à l'intérieur d'un même texte, si tu es un petit peu à l'aise, tu es capable d'aller rejoindre des gens qui ne parlent pas le même langage. Ce serait le même principe que si tu écrivais un post écrit en français, anglais, allemand. C'est 3 langages, mais tout le monde comprend puis vient accrocher à un certain aspect de ton texte. Même chose pour les emojis. Moi, je suis quelqu'un qui est très réaction dans la vie. C'est très rare que je lis des textes s'il n'y a pas d'emoji. Je skip ça. Ah oui? Trop de lettres, pas assez de réactions. Alors que si tu mets des emojis, ça me donne des points de repère sur là, je suis supposée rire, là, je suis supposée pleurer, là, je suis supposée faire wow. Puis ça me donne envie. Mais tu as raison sur ce point-là. J'avais lu un article aussi qui stipulait que tu avais un plus haut taux de retour de courriel quand tu mettais des emojis. Ça m'avait impressionné. J'en mets aussi, parce que ça met un ton. C'est le même principe, en fait. Les gens n'aiment pas lire du plate. Mais c'est des très bons points que tu as ajoutés. Merci pour ces conseils-là. Tu as été très généreuse de ton temps et de tes conseils. Mais là, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Alors, tu veux commencer par quel jeu de cartes? Par quelle couleur, je veux dire? On va y aller en ordre de... pire en pire. Quelle est la cicatrice sur ton corps dont l'histoire est la plus intéressante? Donc, j'ai eu une opération dans ma vie. C'était un lipome à l'épaule gauche. Ah, OK. Donc, j'ai une cicatrice ici, là. Et en fait, ça a pris comme 2 ans avant que je m'en rende compte. C'était en allant me faire masser que... La madame me dit, tu le sais, hein, que tu es vraiment gonflé à l'épaule gauche. Puis, tu sais, un lipome, c'est pas dangereux, rien. C'est juste que ça gonfle à l'infini si tu le traites pas. Donc, c'est ça. C'est la seule fois que je me suis fait endormir. Ah ouais? Attends, donc c'est une opération? Oui, oui. Genre, j'ai une marque encore. Ah ouais, c'est vrai? Oh mon Dieu, wow. Ouais, exactement. Merci. Merci! Et voilà. Et la carte jaune? Maintenant, c'est quand même assez corsé comme question, quand même, ça. Avant de la lire, je vais penser si j'ai quelque chose à dire là-dessus. Quel est le cadeau le plus significatif que tu as reçu? Oh, c'est magnifique comme question. Pourquoi est-il si important pour toi? Écoute, ce n'est pas un cadeau en tant que tel, personne ne me l'a donné, mais je suis présentement enceinte. Oh, c'est vrai! Ce matin, j'ai eu ma première échographie et j'ai appris que mon bébé était en santé. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va accoter ça dans la vie, fait que je vais répondre ça. Oh, c'était tellement beau cadeau, t'as tellement raison, raison.
Même pour rebondir un peu sur ça, est-ce que tu trouves que la société fait en sorte de bien accueillir maintenant les femmes enceintes, même dans le milieu du travail, ou il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter? Je pense que oui. Oui? Je pense qu'il y a de plus en plus de compréhension qui est faite pour ça. Je veux dire, avec le RQAP, puis qu'est-ce qui est en place présentement. Puis là, pour avoir un congé de maternité de plusieurs semaines, c'est sûr que moi, je suis dans une réalité qui est un peu différente dans le sens où c'est moi l'employeur. Right? Maintenant, avec le télétravail, les façons de faire, le modèle de ma business, ça me donne une latitude qui est incroyable. Je veux dire, surtout pendant le premier trimestre, là, je viens de finir mon premier trimestre de grossesse, on se rend pas compte à quel point les femmes peuvent être fatiguées. J'ai eu le besoin, mettons, de faire des siestes tous les jours ou presque en plein après-midi parce que je n'étais pas capable de finir mes journées. Si j'avais été serveuse, je sais pas ce que j'aurais fait là. Tu comprends? Donc, cette latitude-là, elle est super importante, je pense. Mais c'est bien, merci. On va passer maintenant à la question corsée. Question corsée. On va voir si c'est corsé. C'est de belles questions. Selon vous, quelle est ma plus grande peur? À tour de rôle. Ça veut-tu dire que tu réponds, ça? Moi, je peux répondre après. Je dirais que j'ai développé une allergie au soya en septembre l'année passée et j'ai eu très, très peur de mourir à ce moment-là. Ah ouais? Oui, parce que j'ai fait un choc anaphylactique et un choc anaphylactique, c'est un peu ton système au complet qui ne fonctionne pas tout en même temps. Tu as des problèmes cardiaques, des problèmes cutanés, tu as des problèmes digestifs, tout en même temps. Là, c'est un shutdown complet, puis ton corps se met à capoter à tous les niveaux. Et ça se passe très, très vite, les allergies mortelles. Donc, la peur de mourir, man. La peur de mourir? Il n'y a pas si longtemps en plus. Oui, c'est juste que tu t'attends pas à vivre ça à 29 ans, tu sais. C'est vrai. Rendu à 87 ans, on s'en reparlera, mais bref. Donc, ouais, ça serait ça ma réponse. Moi, ma plus grande peur, c'est étonnant. Je sais pas, parce que là, maintenant, après ce que tu viens de dire, je me demande, OK, il faut relativiser. Mais oui, ma plus grande peur, moi, c'était... je dirais que souvent, on entend la peur de l'échec, mais moi, j'ai pas eu la peur de l'échec. Je trouve que j'ai plutôt eu la peur de réussir. Oui, c'est très concret. C'est vraiment la première peur que j'ai. Et la deuxième peur que j'ai aussi, on dirait que j'ai pas peur de tomber, mais j'ai peur de sauter. Alors, c'est spécial aussi. Alors, mais la peur de réussir, c'est à force de continuer, de se battre pour, évidemment, ses buts et ses objectifs. Ça commence à disparaître. C'est assez spécial parce que j'attends pas souvent ça. Les gens, on entend souvent la peur de l'échec et moi, je suis vraiment, non, j'ai pas peur de l'échec. Je pense que j'ai tous les atouts. Et je pense souvent, en effet, on se sous-estime aussi. Et on a peur de dire que non, on en vaut la peine. Et c'est vraiment la peur de réussir. Oui, c'est ça. Si j'ai un conseil à te donner là-dessus, là, vas-y. La peur, c'est un réflexe pour te garder en mode survie. Tout ce qui ne te tue pas n'a pas d'affaire à avoir de peur. Merci! Alors, je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier le Centre de leadership Niska pour le financement de ces entrevues-là. Alors, ces entrevues-là sont aussi pour motiver, inspirer, les mentorer dans le milieu du tourisme. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les réseaux sociaux sont importants, il faut être présent. On ne va pas nécessairement chercher des clients, mais comme l'a dit Laurence, on peut chercher des fournisseurs, des distributeurs, comme moi-même j'en ai eu aussi. Alors, je vous souhaite bon succès. Merci beaucoup, au revoir et merci au studio Small LG. Merci. Merci.